Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 25 janvier. Voici le programme de ce soir. La colère des agriculteurs yvelinois ne faiblit pas. Ce matin, une quinzaine de tracteurs ont mené une opération escargot entre Méré et Rocancourt. Nous étions à bord du convoi pour recueillir leurs revendications. Un olivier comme symbole de paix et de sagesse. Aujourd'hui, la communauté juive s'est rassemblée à Versailles pour la fête de Tou Bishvat dans un contexte particulier. Depuis les attaques du Hamas en Israël, les actes antisémites ont augmenté de 1000% en France. Le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons nos idées de sortie pour le week-end. Au programme de ce soir, la nuit des conservatoires, des concerts, une braderie et même un opéra. Nous partirons également au château de Rambouillet jusqu'au 21 avril. Le monument vous plonge dans les années 50. Sans oublier l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission. Au mois de janvier, les maires de Saint-Quentin-en-Yvelines viennent présenter les projets de l'année 2024 dans leur commune. Ce soir, Laurent Merker, le maire de Montigny-le-Bretonneux, sera avec nous. Mais d'abord, direction la Nationale 12, la colère des agriculteurs monte d'un cran. Une colère qui s'est déclenchée suite à la hausse de la taxation sur le gasoil non routier au 1er janvier 2024. Ce matin, ils étaient environ une quinzaine de tracteurs à mener une opération escargot entre Méré et Rocancourt. Notre journaliste Aurélie Lafeille était à bord du convoi pour recueillir leurs revendications. Là, on va démarrer d'ici 5 minutes. Je vais passer en tête sur le convoi. Tout ralentir pour se faire entendre des pouvoirs publics. Dès 6h ce matin, plus d'une quinzaine de tracteurs ont conduit une opération escargot sur la N12 et la 12 entre Méré et le triangle de Rocancourt. Après des actions menées hier dans le secteur de Houdan, la colère s'intensifie. À l'initiative de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Île-de-France, les producteurs dénoncent la hausse des taxes et des normes environnementales jugées trop contraignantes. Les revendications, elles se résument sur 3 angles. Il y a la dignité du métier qu'on en a pu de la part de nos élus. Il y a l'aspect revenu qui est très important pour nous parce qu'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui nous fait vivre. Et puis après il y a tout le côté normatif avec la surtransposition des normes franco-françaises. Avant on se met du colza avec un produit qui traitait la semence, qui protégeait la plante contre les insectes pendant 3 semaines après la levée. Donc maintenant il est interdit ce produit-là. Il y a une semaine, on a passé le traitement en foliaire, la pulvérisation en foliaire avec un insecticide qui marche plus ou moins bien, 3 fois dans la semaine pour protéger la culture, pour arriver à ce qu'elle lève suffisamment de pieds de levée. Qu'avant, on n'avait pas besoin de tout ça. Stéphane est céréalier sur une propriété d'une 30aine d'hectares dans les Yvelines et le Val d'Oise. Père de 2 enfants, il ne les encourage pas à reprendre ses terres. Une difficulté à vivre de son métier, pour lui, une vraie passion. On n'est pas rémunéré à ce qu'on devrait être. C'est un métier qui crève la faim, qu'on crève la faim. Quand j'ai payé tous mes traitements, mes engrais, s'il me reste même pas 1000 € pour faire l'année. Sur l'autoroute A12, 3 voies sur 4 étaient neutralisées. Aux alentours de 8h, le temps de parcours entre Bois d'Arcy et Rocancourt était d'1h15 au lieu de 6 minutes, selon les données citadins. Le Premier ministre Gabriel Attal fera des annonces en faveur des agriculteurs ce vendredi pour cette mobilisation à l'échelle nationale. Et en attendant les annonces du Premier ministre, les agriculteurs ont annoncé le blocus de Paris demain entre 14h et minuit. Dans un communiqué de presse, la FDSEA Île-de-France appelle au rassemblement sur les grands axes autour de la capitale. Cela devrait notamment concerner la 13, la 10 et la 11. Allez, c'est l'heure à présent de faire le point sur le reste des informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Alors on continue de parler du ras-le-bol des agriculteurs. Hier, certains ont pu rencontrer une ministre dans les Yvelines. Oui, il s'agit d'Aurore Berger, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Était hier soir à Joire-Pontchartrain. Elle présentait ses vœux aux habitants de la 10e circonscription des Yvelines, dont elle était la députée il y a encore quelques mois. Des vœux aux côtés du député actuel Philippe Emmanuel.
Emmanuel et quelques agriculteurs ont donc profité de l'opportunité pour faire remonter à la ministre leur inquiétude. Plus tôt dans la soirée, ils avaient pu également échanger avec la sous-préfète de Rambouillet, Florence Gilbert. On écoute les propos recueillis par Nicolas Dandry. On s'est un petit peu invité à ses vœux en toute courtoisie pour exprimer le ras-le-bol général qui monte depuis des années, puis là qui émerge au niveau national en ce mois de janvier. Ce ras-le-bol, il a un peu trois thématiques. Le problème de dignité, du manque de reconnaissance qu'on a vis-à-vis des consommateurs ou des politiques. Un problème de revenus et un problème de surnormes, de surtransposition la réglementation européenne au niveau français. Je suis à leur disposition pour les rencontrer, comme je l'ai toujours été depuis 7 ans. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. On a un combat à mener ensemble avec les agriculteurs parce qu'encore une fois, on a l'alimentation la plus durable et la plus saine au monde. Et c'est d'abord ça qu'il faut rappeler. Donc qui est de l'exigence, évidemment. Je comprends, on a envie d'être de plus en plus exigeants, mais on est déjà, encore une fois, ceux qui le sommes le plus. Donc je pense qu'il faut aussi rappeler ça. Direction Versailles à présent, où une fête juive était célébrée aujourd'hui. Oui, vous l'avez dit Mathilde, la fête de Toubishvat. Il s'agit du Nouvel An des arbres qui a lieu cette année le 25 janvier. Pour l'occasion, un olivier a été planté dans les jardins du domaine de Madame Elisabeth à Versailles. C'était une première. La plantation s'est faite en présence de représentants de la communauté juive, dont le grand rabbin de France, Raïm Corsia, mais aussi de plusieurs élus locaux. L'initiative de planter un arbre dans les Yvelines pour cette fête a été lancée par Samuel Sandler, l'ancien président de la communauté juive de Versailles, père et grand-père, on le rappelle, de 3 victimes des attentats de Toulouse et Montauban, qui est décédé le 12 janvier dernier. On écoute ces interviews au micro de Grégory Canalé. On a pour tradition de planter un arbre, c'est ce qu'on vient de faire, on a planté un olivier, c'est le signe d'un renouveau, c'est le signe de la vie. On a repris une initiative qui avait été menée par monsieur Samuel Sandler, qui avait planté en 2002, quand il était président de la communauté juive de Versailles, un arbre pour Toubishvat à l'arboretum du Chênay. Et il nous avait soufflé en novembre cette idée qu'il aurait aimé revoir voir le jour. Et quand on lui a annoncé que nous allions replanter, mais cette fois-ci à Versailles, il en était plus que ravi. Donc voilà, et c'est encore plus beau aujourd'hui de se dire qu'on a planté, qu'on a une énorme pensée pour lui. Une fête qui veut véhiculer un message positif dans un contexte particulier, celui de la recrudescence des actes antisémites en France. Ils ont augmenté de 1000% depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Écoutez Eli Korshia, président du consistoire central israélite de France, présent également aujourd'hui à Versailles. Depuis le 7 octobre, on s'est rendu compte que nous avons eu une augmentation de 1000% en l'espace de 3 mois des actes antisémites en France comparé à l'année dernière. Et sur toute l'année, ça donne du coup un chiffre de plus de 300% d'augmentation, ce qui est ahurissant puisque nous avons eu une déferlante d'actes antisémites dès le 7 octobre, dès qu'il y a eu en Israël ces pogroms terroristes qui ont été menés contre la population civile, eh bien nous avons vu, et puis le festival de musique de Nova qui a été décimé par les terroristes, eh bien nous avons vu des actes antisémites dans les jours qui ont suivi. Nous avons vu des actes antisémites qui ont déferlé en France. Et donc c'est aussi pour ça que dans cette cérémonie, on voulait montrer un message positif. Et la grande majorité de ces actes antisémites visent les personnes. Il s'agit de menaces, d'insultes, mais aussi de violences physiques. On poursuit ces informations du jour, Gabriel, à Saint-Quentin en Yvelines. Oui, l'agglomération tient ce soir sa cérémonie de vœux au Vélodrome national situé à Montigny-le-Bretonneux. Et sur place pour la rédaction de TV78, Grégory Canalé. Bonsoir Grégory, la cérémonie débute à 19h. Bonsoir Gabriel, 19h et on procède actuellement aux derniers préparatifs, les derniers échauffements puisqu'on est dans une sportive avant cette cérémonie. Alors dans le discours, on n'a pas pu encore consulter dans les qu'allait dire le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, mais il y a fort à parier qu'il sera question des Jeux olympiques qu'on attend avec ici du côté de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines puisque des épreuves vont se dérouler sur le territoire, ici même au Vélodrome, les épreuves de cyclisme sur piste, il y aura aussi les épreuves de BMX juste à côté sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, les épreuves de VT sur la colline d'Elancourt et bien sûr les épreuves de golf au golf national à
cours. Alors, vous le savez aussi, hein, dans ces cérémonies de vœux, c'est la tradition, il y a des élus du territoire nationaux présents. Dans ceux qui ont confirmé leur présence, on n'a pas la liste établie, mais on peut vous confirmer déjà la présence ce soir du Sénat Gérard Larcher, qui sera donc aux côtés de 50 ans en Yvelines pour cette cérémonie de vœux qui débute ici à 19h national. Merci beaucoup Grégory Canalé, et je crois que Laurent Merker sera aussi également présent, le maire de Montigny-le-Bretonneux, il nous l'a dit à l'instant. On termine avec une information, Gabriel, qui peut intéresser les jeunes en orientation et qui doivent saisir en ce moment leurs vœux sur Parcoursup. L'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ouvre ses portes au public ce samedi 27 janvier. Oui, tout à fait, Mathilde. La faculté de droit et de sciences politiques accueillera ses futurs étudiants potentiels entre 14h et 18h. Des rencontres avec les professeurs et les anciens élèves seront possibles sur ce campus de Guyancourt. En parallèle, des conférences seront animées pour connaître les formations et les différentes débouchés des métiers du droit et de la science politique. On écoute Alain Buy, président de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. On accueille tous les étudiants, on accueille des étudiants avec des mentions très bien, on accueille aussi des étudiants avec des résultats un peu plus modestes au bac. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, et c'est ce qui fait la force de l'université, c'est que ça permet à tous ces étudiants de révéler leurs talents. Et parfois, on a des extraordinaires expériences avec des réussites extraordinaires. Merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Allez, c'est l'heure à présent de passer à notre page loisirs. Et on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie. Gabriel, pour ce week-end, on commence avec un concert qui aura lieu demain soir à la Lanterne de Rambouillet. Oui, tout à fait, Mathilde. Et à l'affiche, l'artiste Arthur H. Il présentera notamment son dernier album intitulé La Vie, un album dans lequel on retrouve la poésie de l'artiste mêlée à l'énergie du rock et de la pop qui lui sont caractéristiques. Pour assurer sa première partie, la chanteuse Lisa Portelli. À l'approche du spectacle, nous avons rencontré l'artiste. Regardez son interview express. Je suis chanteuse, musicienne avant tout. Enfin, je me considère des fois plus comme musicienne que comme chanteuse, mais je suis vraiment chanteuse. J'ai sorti 5 albums. À la base, je suis guitariste électrique, mais maintenant, ma musique est très électronique aussi. J'ai été attirée par le fait de chanter à travers des envies de poésie, mais rock. La poésie, elle est inhérente à mon travail. Je pense que même la poésie, c'est un rapport au monde. Donc, il transpire dans la façon de faire la musique, qui est très particulière, singulière, et c'est ça qui me plaît. Donc, même ma façon de faire de la musique électronique, elle est poétique finalement, parfois même un peu expérimentale, et j'assume complètement. Mais les mélodies sont très importantes pour moi, donc et c'est très éthéré parfois et parfois très, très brut. Ai-je atteint l'âge d'or, l'innocence retrouvée, tremble en moi la douceur, la chaleur de l'été, j'ai longtemps parcouru les vallées d'infortune, tant de prières froides, litanie de mes amertumes. En première partie d'Arthur H, étant donné que je suis en finalisation de mon prochain album qui s'appelle Absence, je vais jouer ces morceaux qui sont pas encore sortis, qui sortent le 8 octobre 2024. Absence, c'est un voyage. J'ai raconté un voyage en plusieurs étapes. Chaque chanson est l'étape d'un voyage. L'histoire, c'est une femme qui fait un voyage au fond des eaux et qui finit recrachée par la mer, tout simplement. Et pour assister au concert, quelques places sont encore disponibles sur le site internet de la ville de Rambouillet.
La musique à l'honneur ce week-end, Gabriel, puisque ce sera également la nuit des conservatoires. Oui, l'événement national fait son retour pour une 11e édition. Cette année encore, la programmation est gratuite et ouverte à tous. L'objectif, célébrer la richesse et la diversité de nos conservatoires au travers d'une soirée festive. Au programme de la musique sous toutes ses formes, chorale, orchestre ou encore représentation théâtrale vous attendent. Parmi les villes partenaires, 3 villes à Saint-Quentin en Yvelines. Il s'agit de Maurepas, Trappes et Plaisir qui vous donnent rendez-vous dès 18h. Le programme en intégralité est à découvrir sur le site de vos communes. Direction Poissy à présent avec une exposition à découvrir à la Maison de Fer. Oui, je vous propose de redécouvrir Poissy à travers la photographie. Jusqu'au 26 février, le photographe Maxime Vistico expose à la Maison de Fer de Poissy. Au travers de ses photos, on découvre la cité Saint-Louis sous un nouveau regard avec charme et authenticité. Et la particularité de cette exposition, Mathilde, c'est que tous les clichés ont été pris à l'argentique, ce qui donne ce côté rétro que vous voyez à l'image. C'est un peu devenu votre lieu culturel préféré, la Maison de Fer, Gabriel. Oui. On poursuit avec vos idées de loisirs à Versailles. Un opéra baroque vous attend durant tout le week-end. Oui, vendredi, samedi et dimanche, l'Opéra Royal de Versailles accueille Don Quichotte chez la Duchesse, d'après l'œuvre de Favart et Boismortier. Au fil d'une intrigue délirante où le héros croise tour à tour monstres, enchanteurs ou encore princesses, ce ballet comédie vous transportera au travers de ses actes entre danse et chœur décalé et audacieux. Un spectacle tout public à découvrir en famille. Attention par contre Mathilde, il ne reste plus que quelques places. On termine avec un bon plan, une braderie gratuite ce samedi à Guyancourt. Oui, son nom Gratiférial, le principe de cette braderie, vous l'avez dit, vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin dans la limite de 3 objets par personne. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire complètement gratuitement. Alors, parmi les objets à découvrir, livres, décorations ou encore jouets ou petits électroménagers. Une bonne initiative. Vous connaissez toujours les bons plans, Gabriel. Ouais, j'aime bien les partager en plus. Donc Merci beaucoup, Gabriel. Vous avez une autre idée de sortie à nous proposer. Il y a quelques jours, vous vous êtes rendu au château de Rambouillet. Le monument propose jusqu'au 21 avril une exposition qui nous plonge dans l'intimité du président Vincent Auriol. À travers les meubles et la décoration, on retourne dans les années 50. C'est assez bluffant, regardez. On se dirige en fait vers une des chambres de cet étage présidentiel. Une plongée dans le temps et dans l'histoire du château de Rambouillet. Après un an de travail de reconstitution avec le mobilier national, le site a retrouvé son style des années 50. Vincent Auriol est alors président de la République. Après la guerre, il a une ambition, faire de Rambouillet une vitrine des arts décoratifs français. La plus grande spécificité, c'est cette volonté de redonner vie à l'ensemble des arts décoratifs français à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes ici dans un palais, dans un château présidentiel, et le président Vincent Auriol a voulu mettre en avant la décoration. Chose rare pour l'époque, la présidence va faire appel à de nombreux décorateurs, mais aussi des décoratrices. Cette chambre donc a été décorée par Suzanne Guiguichon. Nous sommes dans ce qui est la chambre de Paul Auriol, qui était fils de Michel et Vincent Auriol, le président. Dans cette chambre avec vue, un mobilier contemporain où le luxe à la française est représenté. Toutes ces caractéristiques, vous les trouvez également aussi bien pour les tables de chevet, le lit, avec ces immenses plages donc de parchemin. Tout au long de la visite, une enfilade de pièces au style unique et où le temps semble s'être arrêté. Parmi elles, l'appartement des chefs d'État étrangers où de nombreuses personnalités ont séjourné, comme un certain Nelson Mandela en 1996. Aujourd'hui, le palais n'est plus présidentiel, mais il continue de se réinventer. Avec cette exposition exceptionnelle, l'objectif est de refaire vivre l'histoire du lieu. C'est vraiment la période pour Rambouillet qui a été la plus fertile en matière de création, en matière d'art décoratif, parce que c'était un véritable chantier qui s'est déroulé ici, de même qu'à l'Élysée d'ailleurs, puisque les Auriol ont voulu faire des résidences présidentielles, les vitrines des savoir-faire français en matière d'art décoratif. Donc c'est vraiment les plus grands décorateurs, on dirait aujourd'hui designers, qui ont travaillé pour le couple Auriol et qui ont laissé des pièces magistrales pour Rambouillet.
Si certaines pièces seront restituées à la fin de l'exposition, le château continue à écrire une nouvelle page de son histoire avec le réameublement d'autres pièces dans les années à venir. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end. Demain matin, le ciel sera gris au-dessus des Yvelines. Prévoyez également quelques averses dans le secteur de Houdan. Côté température, il fera toujours assez doux le matin avec 10 degrés à Rambouillet, 11 à Versailles et Houdan et 12 à Mantes-la-Jolie. L'après-midi, le ciel devrait se dégager dans le nord-ouest du département. Au niveau des températures, comptez en moyenne 11 degrés. Pour les prévisions météo de ce week-end, nous devrions avoir du beau temps. Samedi, le ciel sera dégagé avec des températures d'environ 2 degrés le matin et 8 degrés l'après-midi. Dimanche, Météo France annonce un ciel toujours aussi bleu et il fera en moyenne 3 degrés le matin et 11 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et l'invité du 7-8 ce soir, c'est le maire de Montigny-le-Bretonneux, Laurent Mercœur. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année 2024 ainsi qu'à tous les Igny-Montins. Merci, très bonne année à vous également et à l'équipe de TV78. Merci beaucoup. Alors, lors de votre cérémonie des vœux de la semaine dernière, Laurent Mercœur, oui, vous avez comparé votre mandat à un ultra-trail. Alors, comment s'est passée la course pour l'année 2023 ? Qu'est-ce que vous retenez de l'année écoulée ? Alors c'est une année qui a été véritablement exceptionnelle, à la fois par le contexte, puisque nous avons eu la crise énergétique qui a impacté absolument tout le monde et les collectivités en particulier. Et puis concernant la ville, plusieurs dossiers très importants ou concrétisations très importantes. Ça a été l'ouverture après une grosse phase de réhabilitation du Club Le Village avec une offre modifiée, transformée, avec du futsal, avec du padel, en plus du tennis, du squash qui existait déjà précédemment, du badminton. Et puis un bâtiment thermiquement transformé. Vraiment, on est sur quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le Club Le Village que les gens connaissaient. Nous avons eu aussi la signature d'Airbus sur l'année 2023, donc un moment extrêmement important. Qui devrait arriver en 2027. Qui arrivera en 2027, absolument sur le territoire. Nous avons eu le départ de la dernière étape du Tour de France qui s'est faite le 14 juillet au Vélodrome cet été. Donc ça, c'était un moment assez magique et qui nous aide déjà un peu à imaginer ce que pourront être les Jeux Olympiques l'été prochain. Nous avons eu aussi sur la ville des travaux sur tous nos équipements sportifs et je pense particulièrement au stade de foot à Coubertin, le terrain de football qui a été refait en synthétique, la nouvelle piste du matériel de street workout installé là-bas également. Nous avons eu aussi la refonte de notre site internet, nous avons eu aussi notre journal qui a été transformé. Une année riche et complète. Voilà, on a beaucoup travaillé. Mais alors, depuis le début de ces entretiens avec les maires de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a quand même des mots qui reviennent, inflation, crise énergétique. On comprend qu'il y a un contexte compliqué au niveau des finances pour les collectivités. Est-ce qu'à cause de ce contexte compliqué, vous allez devoir augmenter les impôts locaux à Montigny ? Alors, depuis plusieurs années, nous travaillons à essayer d'optimiser tous nos services, tous nos modes de fonctionnement pour ne pas justement avoir à augmenter le taux d'imposition. Par exemple, sur la crise énergétique, nous avons réussi à faire une diminution de consommation de gaz sur l'année de 13%. Et ce chiffre de 13%, 13, cette année-là, en 2023, eh bien, il sonne doublement parce que c'est aussi la 13e année où nous n'avons pas augmenté le taux d'imposition sur Montigny. Et j'évoquais juste avant l'arrivée d'Airbus. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir un tissu d'entreprises extrêmement important sur le territoire de Montigny. Et c'est aussi pour ça que nous nous battons à l'échelle de Montigny, mais à l'échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour conforter l'activité sur cette zone attractive parce qu'il y a la gare, parce qu'il y a les sorties d'autoroute. Et c'est vrai que c'est une richesse à la fois pour le territoire de l'agglomération et pour la ville de Montigny qui nous permet, avec les économies que nous faisons, pour l'instant, de ne pas avoir augmenté les impôts. Alors, avant de parler des grands projets à venir pour l'année 2024 à Montigny, je vais vous poser la question, Laurent Mercœur, est-ce que le PSG va construire un nouveau stade à Montigny-le-Bretonneux ? C'est une rumeur qui circule.
Alors, Plus qu'une rumeur, puisque l'équipe en a parlé. c'est sorti dans l'équipe. C'est une information qui est sortie dans l'équipe, non pas à la demande du PSG, ni de la ville ou de la communauté d'agglomération ou de la région qui est propriétaire du terrain. Donc c'est plutôt une fuite. En revanche, effectivement, nous avons bien été contactés les uns et les autres il y a un peu plus d'un an à présent pour nous annoncer que le club réfléchissait à une autre solution que le Parc des Princes et que dans ce contexte-là, parmi les solutions envisagées, il y en avait une à Montigny-le-Bretonneux. Depuis, le dossier est resté en suspens. Il y a des négociations entre la ville de Paris et le club. Je prends pour l'instant cela comme une marque en tout cas d'intérêt et la mise en valeur des atouts que nous pouvons avoir sur le territoire. Donc je le prends très positivement pour cette raison. Et donc ce stade serait, il serait sur à le proximité nord, de l'île de loisirs. Absolument, c'est ça. Et écoutez, eh bien, nous verrons bien comment avancent les discussions entre le Paris Saint-Germain et la ville de Paris. Nous, de notre côté, nous sommes prêts à travailler avec eux si nécessaire. Alors, dans les grands projets pour l'année 2024, Laura Merker, la transformation de l'hypercentre et notamment des alentours de la gare avec la démolition de ce qu'on appelle l'anneau rouge qui devrait avoir lieu cette année, prochainement. Oui, qui devrait intervenir. Alors nous le ferons après les Jeux Olympiques parce que ça va faire énormément ça va être un chantier impressionnant, important, et donc on imagine mal de le faire au moment où les gens viendront voir les épreuves, donc on le fera juste après. Ça va complètement transformer effectivement la première vision que l'on aura de la ville et du territoire en sortant de la gare, puisque jusqu'à présent nous étions sur une place fermée, et demain eh bien ça sera ouvert, on donnera sur l'avenue du Centre, on donnera sur le parc qui est situé en face, et donc on aura une image plus juste de ce qu'est le territoire, c'est-à-dire à la fois de l'activité, mais aussi du logement et aussi de la nature, et de la nature au cœur de la ville. Toujours dans les travaux qui sont prévus dans le centre-ville, des travaux sur l'avenue du Centre et sur la place Pompidou. Qu'est-ce qui va changer ? Tout. Tout va changer puisque c'est une conception, un urbanisme qui date des années 80 où la priorité était donnée à la voiture. Donc demain, c'est au contraire, c'est de redonner complètement la place aux piétons. Donc nous allons réduire les voies, nous allons créer des pistes cyclables, nous allons agrandir les terrasses, nous allons agrandir les trottoirs, de façon à ce que les gens ne passent plus par là, mais puissent avoir l'envie d'y passer du temps, parce que l'endroit est plaisant, parce qu'il est vert aussi. On va beaucoup planter de végétation et d'arbres. Donc véritablement donner un visage beaucoup plus chaleureux, vert, attractif à cette partie de la ville qui est si importante. Et les travaux vont commencer après les Jeux Olympiques, là aussi ? Oui, absolument. Ouais. Et donc, autre domaine qui vous tient à cœur à Montigny, Laura Merker, c'est l'éducation. Oui. En 2024, vous lancez les Assises de l'éducation. Qu'est-ce que c'est ? Alors nous les avons lancés même en 2023, sur le dernier trimestre 2023, puisque nous avons fait... alors l'objectif de tout cela, d'abord, c'est de proposer demain une nouvelle offre éducative dans nos écoles, puisque le monde change, la société évolue, et parce que nous disposons sur la ville de nombreux moyens, que ce soit au niveau sportif ou culturel et scientifique, pour pouvoir apporter d'autres éléments aux enfants que l'enseignement traditionnel. Et donc nous avons pour cela souhaité de mettre en place une méthode originale, c'est-à-dire non pas de travailler nous, ville, sur le sujet, mais de faire travailler les différents publics concernés. Donc on a fait élaborer un questionnaire à l'attention des différents publics que sont les parents, les enseignants, les enfants et les personnels qui travaillent dans les écoles. Et ce sont des personnes issues de chacun de ces groupes qui ont constitué les questionnaires, qui ont été adressés à chacun de ces groupes. Nous avons eu un retour extrêmement positif puisque 100% dans toutes les catégories et pour celles des parents, 53% des familles ont répondu, ce qui est énorme. Et suite à cela, nous avons fait le 11 janvier dernier une soirée de restitution, d'ailleurs en partenariat avec TV78 et la présence de Patrice Carmouze, pour montrer un petit peu tous les résultats que nous avions obtenus. Et le travail que nous allons faire sur 2024, c'est de mettre en place 5 groupes de travail sur des thématiques comme comment on veut l'école de demain au niveau du bâtiment, comment on veut la cour d'école, comment on définit la journée de l'enfant, tout ce qui tourne aussi autour de la transition écologique.
C'est combien de personnes au total qui travaillent sur ce projet ? Alors là, par exemple, sur ces ateliers qui vont se mettre en œuvre, nous allons avoir 3 représentants de chacune des catégories que j'ai évoquées, donc 12 personnes, qui travailleront sur chacun de ces groupes. Et puis ensuite, il y aura des temps de restitution, puisque tout ce que nous faisons, nous le restituons à la population. Par exemple, le questionnaire que nous avons fait une présentation le soir du 11, mais nous avons mis en ligne absolument toutes les informations, toutes les réponses que nous avions obtenues. Et on veut fonctionner comme ça tout au long. Ce sont les usagers qui travaillent sur le sujet et nous restituons à l'ensemble des habitants tous les éléments de la concertation. Donc les ateliers ont déjà commencé, ils vont commencer fin janvier. Ils vont durer jusqu'au mois de juin, donc il y aura un certain nombre d'ateliers qui vont se tenir comme ça jusqu'à avant l'été, de façon à pouvoir définir des pistes de réflexion et de nous préparer à des choix ensuite sur ce que nous pourrons mettre en œuvre dans les prochaines années dans les écoles. Pourquoi cette volonté à Montigny-le-Bretonneux de travailler sur l'école de demain ? Parce que la politique de l'éducation et de l'accompagnement de la jeunesse pour une ville est une des politiques essentielles et qu'avec les élus de mon équipe, nous sommes absolument convaincus que c'est un enjeu fondamental. La société change énormément. Des tas de problématiques se font jour aujourd'hui auxquelles il faut savoir répondre. Et encore une fois, on sait aussi que, on l'a évoqué le soir du 11, un enfant, on a tendance à découper entre le moment du périscolaire, puis de l'école, puis de la cantine, du soir, etc. Or, il est le même toute la journée. Et donc, de voir un petit peu comment l'accompagner de manière cohérente sur toute la journée et de pouvoir lui apporter ce dont il a besoin pour que demain, il soit capable de traiter l'information de manière correcte, par exemple, et de ne pas tout avaler, tout ce qu'on lui donne, qu'il puisse aussi savoir se comporter par rapport aux autres dans l'estime de soi, dans le harcèlement, bénéficier aussi de tous les apports en culture, en sport, en sciences et bien d'autres domaines encore, ou les langues que l'on pourrait apporter en plus de l'enseignement traditionnel. Ce sont tous ces sujets qui nous paraissent, nous, vraiment importants. On va parler des Jeux Olympiques, Laura Merker, oui. 183 jours avant les Jeux Olympiques de Paris. À Montigny, il va y avoir plusieurs épreuves, celles de BMX, de vélo sur piste et de vélo sur route. Comment se prépare ce grand rendez-vous mondial ? Est-ce que tout est prêt ? Alors, il se prépare de différentes façons. D'abord, il y a la partie qui dépend du comité olympique, sur laquelle le travail se fait en lien avec les services de la préfecture et donc le comité olympique, qui n'est pas forcément la partie la plus simple, parce que le comité olympique a des manières de faire, et nous avons une connaissance du territoire, et donc il faut qu'on confronte un petit peu tout ça, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Et ensuite, il y a évidemment tout le travail que l'on fait à l'échelle de la ville et à l'échelle de Saint-Quentin sur ce qu'on appelle l'héritage des Jeux, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a la nécessité qu'il en reste quelque chose, ce sont des budgets quand même qui sont assez importants. Donc nous, ce que nous avons mis en place depuis déjà plusieurs années, c'est un programme de bénévoles, c'est une sensibilisation des enfants dans les écoles au savoir rouler à bicyclette. On a mis en place un module avec notre vélo club de Montigny qui nous a permis de faire passer le département des Yvelines premier de France en apprentissage du savoir rouler auprès des enfants. Donc cette démarche-là, sensibilisation à différentes disciplines sportives également, et nous allons poursuivre comme ça jusqu'à cet été. Nous mettrons en place aussi une semaine olympique à la fin du mois de juin. Et puis il y a aussi avec Saint-Quentin en Yvelines une très belle idée de mettre en place une fan zone sur l'île de loisirs cet été, de façon à ce que les gens puissent profiter, puisqu'on sait que très peu de gens auront finalement accès aux places dans les équipements sportifs du territoire, puisque c'est mondial et qu'il y aura des gens qui viendront de partout, mais de pouvoir créer autour des Jeux Olympiques un événement festif, quelque chose d'attractif et qui puisse donner envie aux gens de participer et d'être ensemble autour de ces valeurs. Alors enfin, pour terminer cet entretien, Laura Merker, vous avez 30 secondes pour votre carte blanche. Vous pouvez aborder le sujet de votre choix. Ah bah écoutez, alors moi j'aurais abordé les assises de l'éducation. Non, je dirais simplement sur l'année 2024 que le programme va être tout aussi enthousiasmant que sur l'année qui vient de s'écouler, puisque nous allons ouvrir une nouvelle crèche sur le quartier de la Sourderie. Nous allons réhabiliter thermiquement une autre crèche qui est la plus grosse de la ville, c'est la Comtesse de Ségur, qui est sur le quartier Saint-Quentin. On va également ouvrir un nouveau city-stade sur le sud de la ville, là aussi en rapport avec le sport.
Donc nous aurons l'ouverture aussi de la Fondation Anne de Gaulle. Et là, c'est un sujet, la thématique du handicap, qui nous tient à cœur. Et j'espère vraiment qu'avec ce que j'appelle ce 9e quartier de la ville de Montigny qui va s'ouvrir, eh bien, nous allons faire un bond encore plus important dans le domaine de l'inclusion sur la ville. Et ça, voilà, s'il y a un sujet important et sur lequel je veux finir, c'est celui-là. Donc encore de nombreux projets à Montigny-le-Bretonneux. Énormément. Merci Laura Mercard d'avoir accepté notre invitation. Encore une bonne année 2024 à Montigny. Merci. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78 et un excellent week-end. Prenez soin de vous.